Nous sommes arrivés. Oui, pourquoi? Vous avez mal Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Je suis Barbara Wolfer, je suis la directrice de l'Institut français en Israël. Et c'est bien sûr pour moi, au nom de l'Institut français, un grand plaisir d'accueillir cette rencontre aujourd'hui entre Éric Laurent et Nourit Aviv, à la veille donc de ce grand congrès, le 17e, si je ne me trompe pas, qui se tient à Tel Aviv. Pour cela, je pense que la plupart d'entre vous connaissent très bien déjà Éric Laurent et Nourit Aviv, mais je veux quand même dire quelques mots pour les présenter. Il y a peut-être quand même des personnes qui ne les connaissent pas. Donc Nourit Aviv, alors déjà c'est la première femme qui a été reconnue par le CNC officiellement comme chef opératrice dans les années 70, donc quelque chose d'extrêmement important. Et elle a, à ce titre, présidé à l'image de nombreux films de réalisateurs comme Agnès Varda, Amos Gitaï, Jacques Doyon. Elle est aussi réalisatrice. Elle a déjà à son actif 14 documentaires et ce n'est pas fini. Elle a fait l'objet en France de deux très belles rétrospectives, une au Jeu de Paume en 2008, une au Centre Pompidou en 2015. Et alors, je crois que ce qui la caractérise aussi beaucoup, c'est l'engagement très fort qu'elle a à l'occasion de chaque sortie de film et même au-delà, puisque donc elle organise de nombreux débats avec des philosophes, des écrivains, et puis bien sûr aussi des psychanalystes. Et je sais que dans ce cadre, elle a déjà rencontré à plusieurs reprises Éric Laurent pour des dialogues autour de ces films. Alors, Éric Laurent, donc psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, ancien président de l'Association mondiale de psychanalyse. Et je salue d'ailleurs la présidente actuelle qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Angelina Harari. Éric Laurent, donc, qui a écrit aussi des ouvrages sur l'autisme, sur l'envers de la biopolitique, si je ne me trompe pas. Et alors, je dois simplement confesser à Éric Laurent un lapsus. Hier, alors que je réfléchissais aux gens à remercier et à ce qu'il ne fallait pas que j'oublie de dire aujourd'hui, j'ai écrit à 2 reprises d'ailleurs, Éric Lacan. Et alors, pour la petite histoire, Éric Lacan... C'est un trop grand honneur. Donc, pour la petite histoire, Éric Lacan est un artiste que j'ai eu à rencontrer il y a quelques années dans d'autres fonctions et qui est un artiste d'art urbain et qui est connu, son nom d'artiste, c'est Monsieur Qui. Monsieur Qui, c'est pas mal. Voilà, alors qui remercier? Évidemment, je veux remercier très chaleureusement Bernard Senève, le président de la New Lacanian School, Perla Miglin, avec qui nous avons préparé cette rencontre, Jessica Kalberman, l'équipe technique qui est avec nous aujourd'hui, et puis bien sûr l'équipe de l'Institut français qui m'a accompagnée pour la présentation de cette rencontre. Et juste vous dire que donc il y a des DVD de Nourit Aviv qui sont en vente, ainsi que des livres à l'issue de la rencontre. Et puis pour ceux qui le souhaitent, je vous propose aussi de nous retrouver à la fin de la rencontre au 3e étage autour d'un verre. Voilà. Je laisse la parole à Éric Laurent et Nourit Aviv. Merci Barbara et merci pour l'accueil du Centre culturel français qui me permet au fond de dialoguer avec Nourit Aviv, à Tel Aviv, et qui poursuit les rencontres que nous avons eues à Paris autour de ces films, qui a commencé avec Judith Miller, qui Judith était tombée amoureuse du film qu'elle a vu et en a immédiatement parlé autour d'elle, en disant à tout le monde combien elle avait été bouleversée par ce qu'elle avait vu. Et elle, comme Judith faisait, elle y amenait donc ce qui lui importait pour partager.
Et donc, elle m'a fait partager cette rencontre avec Nourive. Et puis ensuite, j'ai continué à rencontrer Nourit. D'abord, ça a commencé il y a 5 ans. Enfin, ça a commencé, ça s'est donc poursuivi sans Judith il y a 5 ans. C'était pour le premier, c'était pour en 2013. Et ça, c'était Annonce, que tu vas reprendre un extrait aujourd'hui. Nous avons poursuivi avec Poétique du cerveau en 2015, où un des acteurs est présent dans la salle. Et puis nous avons fait Signer au printemps dernier, en 2018. Et cette nécessité de poursuivre ces rencontres à Tel Aviv même, indépendamment des résonances, oui, du printemps, c'était qu'il y a dans l'œuvre de Nourit Aviv une dimension qui consonne spécialement avec le thème de notre congrès, urgence. Et l'œuvre de Nourit est marquée par une urgence, cette urgence qui traverse ses films, autour qu'il est finalement malaisé de les appeler documentaires, tellement ça ne documente pas. Ça ne documente pas, ça présente quelque chose de nouveau, ça crée un objet qui est présenté toujours dans une certaine urgence à ceux qui le reçoivent. Et il y a, comme le rappelait Barbara, l'urgence qu'a Nourit, une fois qu'elle présente ses films, de provoquer des débats, de provoquer des rencontres, de faire parler les autres sur ces films. Ces films qui interrogent tellement la limite entre ce qui peut se dire, ne pas se dire, la parole, l'écrit, la lettre, ce qui peut se montrer de ce qui peut se dire. Et elle le fait après chaque film en provoquant des rencontres. Je disais, probablement Nourit Aviv est la seule personne qui, à Paris, peut réunir la communauté psychanalytique indépendamment de toutes les écoles, les appartenances, les difficultés diverses que traverse cette communauté batailleuse. Et au fond, Nourit peut faire parler et provoquer. Et elle filme, bien sûr, la difficulté qu'il y a aussi à commenter ce qu'elle fait. On peut, je dirais donc, cette urgence qui se manifeste là est aussi donc une urgence spécialement adaptée à notre congrès. Nous allons essayer de déchiffrer la façon dont Lacan a fait résonner la polysémie de l'urgence depuis le début de son enseignement sur l'urgence subjective, dans la recherche d'une identification bousculée, jusqu'à la fin de son œuvre où l'urgence qui se faisait entendre était l'urgence pulsionnelle, l'urgence qui ne cesse pas, qui ne peut se réduire, quelles que soient les identifications qui se proposent de la réguler. Et cette urgence, ou les polarités de cette urgence, bien entendu, jouent entre ce qui peut s'écrire de la parole, ce qui peut s'écrire de la disparition subjective, ce qui vient marquer une trace, une marque. Eh bien, tout cela s'explore dans le cinéma lettré de Nourit Aviv. Je dirais cinéma lettré parce qu'on parle dans la peinture chinoise, dans cette invention des lettrés chinois, d'une image qui jamais ne se sépare de l'écriture. Eh bien, on pourrait dire du cinéma de Nourit que c'est un cinéma lettré, car jamais il ne se sépare d'une réflexion toujours surprenante dans l'articulation de ce qui vient marquer à la fois l'image dans tous les sens, à la fois dans ce qui est filmé, la façon dont ce qui est filmé est mis à plat sur l'écran, la façon dont cela est cadré, la façon dont cela se reflète dans ses marges, ses limites. Il y a toujours l'instance de la lettre présente. Disons qu'il y a une topologie du cinéma de Nourit Aviv déterminée par à la fois cette mise à plat du cinéma qui inclut, disons, les trous que fait la lettre dans ce qui vient d'une surface
être imprimé par une image. Nourit ne fait pas de films sur des biographies. Elle le disait elle-même, qu'elle avait essayé puis que ça n'avait pas marché. Que c'était pas des biographies, des monographies. Et pourtant, ce sont des films centrés sur des corps dans leur pluralité, ces corps toujours présentés par la façon dont ils sont traversés par le discours qu'eux-mêmes ils produisent. Que ce soit acteurs, poètes, slameurs, peintres, écrivains, scientifiques, toujours, disons, nourris de films des corps qui inventent. Des corps qui sont portés par un discours qui a cette empreinte d'une urgence de la nouveauté. Et c'est pour cela que dans la façon dont elle nous fait entendre le travail de la lettre, l'économie de la lettre, on voit que dans ce cinéma lettré surgit cette dimension d'inconscient si marquée par Lacan, par cette même instance derrière tout ce qui se dit et dans ce qui s'entend. Je suis né sur cette terre où poètes et prophètes ont laissé des traces, des textes à interpréter. Je suis né sur ces lieux où des femmes ont entendu des annonces, des promesses pleines d'espoir. Les récits fondateurs peuvent être source de violence, engendrer des guerres, des conflits sans fin. Mais ces fictions d'origine peuvent aussi être source d'inspiration qui font naître d'autres récits, d'autres voix et images à interpréter à l'infini. Je crois que c'est une telle évidence que je sais pas quoi dire, mais c'est étonnant qu'à partir de textes, ces mêmes textes, peut-être. Bon, moi je prétends que c'est à partir de ces textes-là que tout se passe dans la région, c'est-à-dire à qui cet endroit, au nom de quoi, au nom de quelle promesse. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pas. À la fois, en effet, c'est une promesse, si l'on veut, enracinée dans la terre, marquée dans la terre, plutôt que la métaphore de la racine. C'est pas là du tout les métaphores de la racine qui sont choisies. C'est plutôt le trait, la façon dont le sillon, la terre, il n'y a pas la terre sans la marque sur la terre. Et avec ce qui est filmé par Nourit dans ce mouvement de caméra étonnant, on va du sillon à en effet ensuite une dépression entre deux collines où là la marque vient s'inscrire sur la terre autrement et on aperçoit de la terre, après on voit les signes de l'industrie, enfin le transport électrique, des routes, ce qui vient marquer la terre effectivement autrement. Mais ça s'inscrit et à partir de cette inscription et de la façon dont on la lit, on l'interprète. C'est ou bien la guerre, ou bien la sublimation artistique, ou bien le discours qui peut marquer l'embranchement. J'ai pensé que c'est pour ça que je l'ai mis au début, tandis qu'on voulait le faire comme conclusion. Mais j'avais un peu envie qu'on voit tout le reste sous cette lumière-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'essai de dépasser justement. Ça donne la lumière interprétative, en effet. Alors pourquoi on l'avait mis à la fin? C'est sur le mot infini. L'infini, bien sûr, ça permettait qu'à la fin, nous soyons bien persuadés qu'il n'y a pas de fin. Qu'après la fin, ça continue, à l'infini.
au point d'infini qui est ouvert précisément par la lettre. Mais ce qui était surtout à la fin le problème, c'est que justement on voit l'articulation entre la puissance d'infinitisation du discours artistique, de la sublimation artistique, et le problème que ça pose à l'interprétation analytique. Puisque l'interprétation analytique, elle, est faite pour marquer une limite, pour marquer une fin, pour marquer un point de fin. Il y a l'expérience analytique se structure d'une façon telle que l'interprétation trouve un point d'arrêt. Je n'ai jamais compris. C'est normal, c'est pour ça que tu es cinéaste. C'est que précisément, toi, dans ton expérience, il faut que ça n'ait pas de fin. Et qu'en effet, ça ouvre ce champ. Et nous jouons avec le fait qu'à la fois ça ouvre, et à un moment donné, il faut fermer. Mais comment, etc., ça, c'est ce que nous devons explorer dans notre congrès, et ce que ça veut dire exactement. Mais c'est une expérience qui est structurée autour, justement, d'un point, et qui joue autrement sur cette infinitisation en germe dans la langue. זמן קצר לאחר שהמציאו את הסינמטוגרף, שלחו האחים לומייר את הצלם אלכסנדר פרומיו לצלם בארץ הקודש. זה סרט שצילם ב-1897 מתוך הרכבת בקו ירושלים-יפו. באותה שנה בבאזל כינס תיאודור הרצל את הקונגרס הציוני הראשון. הוכרז בו שהציונות שואפת להקים לעם היהודי מולדת בפלסטינה שתובטח מתוקף משפט האומות. הקונגרס התנהל בשפה הגרמנית. מי מאיתנו יודע עברית במידה מספקת כדי לבקש בשפה זו כרטיס רכבת? כתב הרצל שנה קודם לכן בספרו מדינת היהודים. הוא הציע שבמדינה העתידית כל אחד יחזיק בשפתו, שהרי השפה היא מולדתן היקרה של מחשבותיו. בשנה בה פרסם הרצל את מדינת היהודים, החל שכנו בווינה, זיגמונד פרויד, לרשום את חלומותיו ולנתחם. כך נולדה הפסיכואנליזה, ועימה, מאוחר יותר, המושג שיבת המודחק. אשר לרעיון השיבה לארץ ישראל, יכתוב פרויד לאיינשטיין. נראה לי הגיוני יותר לכונן מולדת יהודית על קרקע חדשה שאין עליה מעמסה היסטורית. על חלום שפקד אותו בפריז ב-1879 מספר אליעזר פרלמן לימים אליעזר בן יהודה. ויהי בחצות הלילה, אחרי שעות אחדות של קריאה בעיתונים בדבר הבולגרים ושחרורם העתידי, ופתאום שמעתי קול פנימי תמוה קורא אליי. תחיית ישראל ולשונו על אדמת האבות. באותן שנים התחילה ההגירה המונית של יהודים ממזרח אירופה, בעיקר לארצות הברית. רק מעטים בחרו בפלסטינה, שהייתה אז מאוכלסת ברובה בתושבים ערבים. הם ישאפו להפוך את החלום הדתי של שיבת ציון למציאות פוליטית מודרנית, ואת לשון הקודש לשפת דיבור של יום-יום. Donc, qui, à part Nourit Aviv, pourrait faire vibrer en même temps l'histoire du cinéma, celle du sionisme et celle de la psychanalyse. Il y a un nœud particulier sur lequel, en effet, tu as assis ton
ton énonciation, ton discours, ton œuvre, qui tresse en effet ces trois modulations du discours en faisant entendre leur contemporanéité d'une façon évidemment saisissante. Et puis, quand on a vu, il y a autre chose, c'est quand on a vu Allenby Passage, où tu réussis à faire ce voyage en train, le passage, c'est, si je puis dire, la même trouée qui se fait au point qu'on pourrait dire que du travelling, qui est le mot habituel sur lequel on désigne ce mouvement, tu en as fait un travelling, si je puis dire, et où les trains vont jouer dans ton œuvre toujours un mouvement, on va voir, à une place très particulière, qui va résonner, vibrer, bien sûr, à mesure que l'on va discerner ça. Mais cette façon dont, disons, ça fait un signifiant maître, on dirait chez nous. Le train est à l'intérieur duquel se lie le paysage dans ce mouvement même de déplacement. Par ça où as-tu trouvé l'archive? C'est peut-être, je crois que c'est le deuxième travelling de l'histoire du cinéma et que c'est Alexander Promio qui est un des opérateurs de lumière et qui a fait celui-là. Mais avant, il y avait un travelling qui était à Venise où on a mis la caméra sur une gondole. Et parce qu'ils ont vu qu'en fait, la caméra ne pouvait pas bouger, c'est-à-dire il n'y avait pas. Et donc, ils ont compris. Et celui-là, on n'a jamais vu, parce que normalement, les films sont de 45 secondes ou 53. Et celui-là, il était coupé. Et en fait, il n'est pas entier. Donc, il est jamais montré comme un film de lumière. C'est lui qui est fait à Jérusalem, c'est-à-dire ici en Palestine. Et moi, j'ai continué le mouvement, le même mouvement, c'est-à-dire que les trains allaient de Jérusalem à Jaffa. Et là, après, il continue, tout au long du film, il continue de Jérusalem à Tel Aviv, Jaffa, qui est la même ville aujourd'hui. Et là, c'est là donc tous ces textes. Et je crois que ces trois actes sont peut-être tout mon cinéma. C'est le cinéma, c'est la psychanalyse, c'est-à-dire inspirer le cinéma, la psychanalyse, et le sionisme qui pour moi est la langue hébraïque. Hein. C'est-à-dire que je mets là. Et c'est intéressant chez Ben Yehuda qu'il cherche un lieu pour la langue. C'est-à-dire il cherche, c'est pas d'habitude, on cherche une langue pour les lieux. Et là, il cherche un lieu pour la langue. Et il était entre ceux qui ont accepté, parce qu'à un moment donné, Herzl a proposé, parce qu'on a proposé Ouganda, parce qu'il y avait des problèmes ici, comme dit Freud, que peut-être ça aurait été mieux de trouver un endroit moins investi historiquement. Et je crois que Freud n'est pas très freudien quand il propose ça, parce que toute l'histoire des fantasmes, des désirs sur les lieux, je ne sais pas si on aurait pu réunir autour d'un fantasme commun comme cette terre-là. Et les Juifs de tout le monde, et leur faire croire qu'ils sont une nation et qu'ils sont tous du même peuple, même s'il vient de partout. Bon, là on rentre ce que c'est le sionisme, mais bon. Mais là, il y a l'histoire de la langue, et Ben Yehuda, qui est considéré comme c'est lui qui a renouvelé la langue, et il était d'accord que ça se passe en Ouganda. Hein. Donc pour lui, c'était trouver un lieu pour la langue. Et c'est assez étonnant que... Et aussi, ce à quoi nous introduit cet extrait, c'est précisément la fonction du rêve. Ben Yehuda, ça lui vient, il le dit, cette nécessité, cette urgence, ça lui vient en rêve. Et lui qui cherche précisément à faire vivre une langue,
dans un contexte, en effet, dans le fameux contexte, qui aurait pu acheter un billet de train en hébreu? Ça, c'est C'est Herzl Herzl qui le dit, mais c'est ce qui est drôle. contexte-là. Parce qu'il ne savait pas, Herzl, qu'en fait, on savait déjà acheter un billet de train dans une langue et qui s'appelait à l'époque la langue sacrée. Mais lui-même, il ne la connaissait pas du tout. Hein. Herzl. Ça, c'est un point auquel tu tiens beaucoup, l'idée de dire que les mots nouveaux ont été inventés même lorsque la langue était encore langue... Elle n'était jamais morte, si c'est ça. Voilà, elle était jamais morte. Non, je crois qu'elle n'était jamais morte parce qu'on n'a jamais arrêté d'inventer des mots dans la langue. C'est-à-dire, et contrairement à l'araméen, que pour moi, c'est-à-dire que araméen, c'était une langue morte, bien que tout après la Kabbale était en araméen, mais quand même, en hébreu, on a toujours continué à inventer des mots, et il y avait toujours de va-et-vient des lettres entre les rabbins, un rabbin de Pologne, un rabbin à Yémen, ou en Babylone, ou en Irak, il y avait toujours des va-et-vient sur les communautés et du quotidien de la communauté entre les rabbins. Et là, il fallait toujours inventer des mots parce qu'il s'agissait du quotidien. Donc on n'a jamais arrêté d'inventer des mots. Et moi, je crois qu'une langue où on invente toujours des mots, ça ne peut pas être une langue morte. En effet, en tout cas, on peut entendre que, de façon étonnante, dans celui qui va se donner cela comme objectif, trouver un lieu pour une langue, non pas... Où la mère va parler à son fils. Hein. Où la mère va parler à son fils, non pas langue morte, mais une langue, lui redonner un lieu de vie tout à fait autre. Il a ça dans un rêve où il dit « une voix me vient et me dit qu'il serait beau que le peuple d'Israël trouve à revivre sur la terre de ses ancêtres ». C'est tout de même ce qu'on appelle la réalisation du désir, disons freudien, est interrogé par ce type de rêve et cette structure en miroir, où celui qui veut donner une voix à la langue entend une voix qui revient et qui lui dit ce qu'il devra faire, et qui se détache de lui, qui lui dit sa mission. Tu seras celui qui donnera ça. Et il est devenu ça. Ça n'est pas la réalisation d'un désir au sens gâteau à la fraise. C'est la réalisation d'un désir en tant qu'elle est la mission de toute une vie, et il est devenu ce désir-là. Il est devenu ça. Il s'est produit lui-même à l'issue de son rêve, il s'est produit comme celui qui sera fidèle à cet événement. Gardons-le en mémoire. Mein Vater ist hier in Berlin geboren. Auch sein Vater, sein Großvater, seine Urgroßmutter sind hier geboren. Ich bin in Tel Aviv geboren. Berlin ist mir fremd. Mein Vater ist 1938 nach Palästina geflüchtet. Seine Eltern flohen 1940 nach Südafrika.
denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 1933 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitte schön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch. Das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun gut. Was damals in der Welle von Gleichschaltung, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen. Es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu. Und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war. Und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreibend. Nie wieder. Nicht, ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte an. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Alors, nous commençons à rentrer toujours davantage dans ce passage dans la langue vers ce qui ne peut se dire. Et là, on voit dans ce travelling aussi étonnant d'un train, ce train, il faut dire qu'il va donc d'est en ouest à Berlin. Non, il va de l'ouest à l'est. Il va de l'est à l'est. Qui traverse. Il va de l'est à l'ouest. C'est ce qui me semblait. Mais l'important, c'est de traverser. Parce que les Juifs ont fait dans l'autre sens. Et donc, Je veux dire, ils étaient amenés dans l'autre sens. les Juifs étaient amenés dans l'autre sens, en effet. Et c'est bien entendu ça qui s'entend. Je crois maintenant qu'il va à Wannsee. J'ai jamais pensé avant. En effet. Donc, le choix du train, bien sûr, est dans ce miroir de l'histoire de Nourit et l'histoire qui s'est jouée, d'où l'extrait formidable de Hannah Arendt que l'on voit. Je peux faire une parenthèse là, parce que tu dis évidemment, et pour moi, à la fin, oui, ça prend ses dimensions. Bon, à la fin du film, c'est la grand-mère maternelle et c'est la mère. Et justement, tout d'un coup, j'avais Est-Ouest, etc. Mais j'ai choisi les trains que mon père prenait régulièrement. Donc c'est aussi, c'est-à-dire qu'il y a les deux niveaux, et c'est les S-Bahn que mon père prenait. Et je pensais que c'est beaucoup plus intéressant de prendre cette chose qui bouge au lieu d'aller à la maison à Berlin. Il habitait là et là, qu'on voit toujours, et je vois toujours, il y a là. Ça montre, j'habitais là, je ne sais pas combien de films j'ai vus. Et là, pour moi, il y avait la question du son que je cherchais. J'attendais de monter un train ancien à cause du son du train, parce qu'ils n'ont pas les mêmes sons. Bon. Et c'est lié, mon père m'a raconté que quand il était petit à Berlin, et on pouvait avec les mêmes billets rester 2 heures, et qu'il a fait souvent l'aller-retour pour rester 2 heures
dans les trains. C'est juste pour dire qu'il y a cette évidence-là de train. Mais il y a, pour moi c'était important qu'il y a les niveaux. Mon père était là au quotidien. Et mon grand-père aussi. C'est le titre, d'où le titre du film, Vatersland, qui n'est pas, normalement Vaterland c'est patrie, Vatersland c'est la terre du père. Le pays du père. Le pays du père. Mais on ne sait pas si c'est les leurs ou les miens. Parce qu'il y a 4 amis allemands qui vont parler après dans le film et qui vont parler de la perte de la partie juive dans la culture allemande. Ils ne vont pas parler des juifs, ils vont parler de leur perte à eux de la partie juive de la culture allemande. Et il se trouve que dans le mot perte, on entend père, et dans le mot ovdan, en hébreu, ça s'écrit comme avdan, ça s'écrit pareil, ovdan, avdan, et il y a le mot av qui est père aussi. C'est vraiment le hasard objectif. Et Afdan, ça veut dire Perte. Donc il y a aussi le mot père en français et en hébreu. Et donc là, et c'est Arte qui m'a demandé de faire quelque chose de 30 minutes pour une soirée thématique sur les deuils. J'entends de voix très agitées. Peut-être vous allez nous dire. Et ils m'ont demandé de faire sur les deuils. Je pensais les deuils, c'est un peu bon. Ça me paraissait un peu demander les Allemands sur leur deuil. Et avec Freud, je regardais ce que Freud dans Deuil et Mélancolie dit. Donc, il parle de la perte d'une personne aimée ou une abstraction qui vient à sa place. Et à mon grand étonnement, il cite comme, il donne un exemple, comme Vatersland, donc comme la patrie. Et j'étais très étonnée que Freud commence par la patrie. Hein, et c'était bien avant qu'il perd quelque chose de l'ordre de sa patrie, si patrie il y avait pour Freud. Il y avait, Freud était pro-Autriche, il était pour la culture allemande, ses fils ont été se battre au front pendant la Première Guerre mondiale. Mon grand-père aussi. Le mien aussi. Du même côté. Et en effet, ils ont été au front avec tout à fait l'idéal, la correspondance des fils de Freud et de Freud à l'époque témoigne bien du fait qu'ils avaient l'idée qu'ils se battaient contre la barbarie, qu'ils avaient l'idée que les Anglais et les Français, c'était pas un rapport sérieux à la culture, que l'Allemagne, oui, avait un rapport sérieux à la culture, et que ce rapport de la langue allemande et de la culture décisif pour la culture occidentale, que l'idéalisme allemand, que la musique allemande, là était le noyau de la culture européenne. Et que les Français trop volages et futiles et les Anglais trop voués à leur confort quotidien et à la matérialité de tout ça était la fin de la culture européenne. Et il a eu quelque chose comme Vatersland, en effet. Quelque chose de... Ensuite, il a changé. Et ensuite, il y a eu son retour. En effet, il y a eu l'avenir d'une illusion, et puis Moïse et le monothéisme, enfin, der Mann Moses, l'homme Moïse et le monothéisme, qui représentent évidemment une focale tout autre et un abandon d'un certain nombre d'idéaux qui pour lui étaient périmés à la fin de sa vie. Et ça se jouait tout autrement. Mais enfin, il a eu un moment, personne n'est à l'abri d'un moment de ce genre. Je pense que juste, en fait, moi, dans le film plus tard, je parle avec 4 amis de perte et ils parlent autour de la culture, donc Freud, Einstein, et Kafka. Et là, après, plus tard, mais ce qui est intéressant que j'ai pris Arendt par rapport à ce qu'elle dit, mais c'est surtout par rapport à la question des amis. Et parce qu'après, parce qu'elle dit, c'est-à-dire sa déception des amis. Et c'est eux qui
on fait le vide autour. Elle dit « und die anderen nicht », c'est-à-dire, bon, après les anderen sont venus aussi, mais au moment où elle quitte parce qu'elle est déçue de ses amis. Et moi, je fais le mouvement d'aller parler avec les amis allemands par rapport à leur perte à eux de la partie juive de la culture allemande. Ça, c'est vraiment ton travail d'interprétation artistique, de prendre justement une abstraction à l'envers et par l'œuvre de venir répondre à cette perte-là. Par contre, ce que je dirais, ce qui est très freudien, psychanalytique, lacanien, c'est que pour toute abstraction, pour toute chose, et c'est là où on dirait vraiment le cinéma que tu fais n'est pas du tout, si l'on veut, expérimental au sens d'abstrait. C'est pour toute chose abstraite, si je puis dire, tu prends la phrase de Freud très à la lettre. C'est-à-dire que tu la prends par la perte. Si on parle de la langue en général, tu parleras de la perte de la langue. Si on parle de problème du multilinguiste, tu parleras de la langue perdue lorsqu'on parle plusieurs langues. Si l'on parle de ce qui se passe dans l'écriture, tu prendras le moment où pour la langue d'écrivain, la langue se perd, s'oublie, s'échappe. Et ça, c'est prendre toute chose abstraite, précisément par la perte. Ça renverse complètement et ça donne ce poids de présence qui fait, disons, ce qui hante tous les films. On passe... Oui. Vaterland hat die erste deutsche Nachkriegsgeneration als etwas Leeres erlebt. Ohne symbolische Väter, auf die man sich ganz selbstverständlich hätte stützen können, auf die man hätte bauen können. Für viele Kinder jener Zeit war der Vater schlichterdings weg, tot, vermisst, in Kriegsgefangenschaft. Natürlich haben wir Männer erlebt in jener Zeit. Aber es waren extrem gedemütigte Männer, stumm, verbittert, oft jähzornig. Und man kann sich fragen, ob der deutsche Vater jener Zeit hat darstellen können, was ein Kind von einem Vater erwarten kann. Alors, Klaus Rath, c'est un de tes amis, c'est aussi un psychanalyste. Qui exerce à Berlin et qui, précisément, dans ses analyses, disons, a traité cet écart dont la génération, c'est la génération des enfants, c'est dont il fait partie lui. Il en a traité, je puis dire, dans son analyse à lui, plus que les gens qui l'analysent. Il parle, si je puis dire, on dirait chez nous, c'est un moment de passe. Il parle de lui, de son expérience comme analysant. Et ce qu'il a précisément rencontré, c'est le père humilié. Le père humilié, c'est une figure que Lacan a retenue. Lui, il l'a fait à partir des tragédies de Claudel. Cette idée qu'il y a eu l'humiliation du père, c'est non seulement elle ne commence pas à la guerre, pour Lacan, l'humiliation du père, elle commence au fond par la civilisation de la science. On peut dire que précisément le génocide industriel allemand est un embranchement fou de la civilisation de la science, mais il y a là au départ entre science et nom du père une contradiction que l'œuvre pour nous, en France, pour les sons célèbres de Balzac, qu'il a exploré. La restauration qu'a voulu faire Balzac du nom du père, n'est-ce pas, le père Goriot,
restauration du nom du père après la Révolution française. Et Claudel, de même, choisissait le moment d'humiliation du père, le moment où Napoléon a été cherché par le col le pape et l'a enfermé à Fontainebleau pendant un petit moment, qu'il règle les affaires italiennes. Pape, tu vas signer là. C'est là où il y a eu un changement de régime dans le nom du père qui peut introduire cette catégorie du père humilié. Alors en Allemagne spécialement, très certainement ça a été très intense. Et les analystes allemands peuvent en témoigner de cet écart maximum. Et un peu plus loin, effectivement, Klaus-Dieter Rath note très bien que ce qui a fonctionné alors comme nom du père, ça a été Adorno, ça a été Marcuse, ça a été Kafka, ça a été... Celan, ça a été précisément ces discours sur la perte qui, en allemand, et aussi dans les langues mineures, pour Kafka, venaient restaurer un point. Venez restaurer le nom du père en tant qu'il est disjoint des pères comme tels qui ont été humiliés et dont le discours s'est trouvé déplacé à la fois par donc, la science, puis la catastrophe avec ses allures de destruction scientifique qui avaient eu lieu. Et il parle de pères symboliques qui étaient les juifs dans les années 60. Et... La restauration du père symbolique comme juif, oui. Donc, ça par a été Kafka, Celan, oui. Marcuse, etc. Et c'est que je dois dire que ce sont ces amis allemands qui sont là, qui parlaient de ces pères juifs symboliques, qui m'ont fait découvrir ces gens-là. Hein, c'est-à-dire les amis allemands m'ont dit « Tu connais en tel, en tel, en tel ». Et bon, c'est des noms que moi, à l'école, ici, je n'attendais pas. Et pas jusqu'à aujourd'hui, il y a la rue Kafka, la rue Freud, maintenant il y a Haïfa, la rue Freud, Kafka, etc. Il n'y avait pas de nom de rue de ces gens-là, qui sont pour les juifs allemands. On ne les connaissait pas. Donc c'est par les amis allemands, dans les années 60, que j'ai découvert les juifs allemands. Lacan avait l'idée que pour les Français, ce qui avait été souillé du nom du père, ça avait été Pétain. Et il notait que pour Pétain, qui se présentait comme figure paternelle pour les Français, qu'il y avait quelque chose de profondément odieux dans cette figure d'un père trompeur, mensonger, mauvais berger, et qu'il avait fallu que l'opération de Gaulle, si elle a eu un impact sur les Français bien au-delà des mérites propres du général qui certes était grand, mais ils ont été décisifs pour restaurer l'idée qu'il pouvait y avoir une autre figure paternelle. Et ça a tenu pendant un moment le dit mouvement gaulliste qui était appuyé sur une doctrine absolument hétérogène, inconsistante comme telle, pouvait accueillir un peu tout, mais surtout tenait par cette restauration-là, par ce redonner le De Gaulle comptait beaucoup, si je puis dire, pour situer l'affaire. « 1943. Ces jeunes gens viennent de se marier. Ils partagent en 2 pièces avec l'homme qui prend cette photo. C'est au 55 rue Chovetzion à Tel Aviv. La femme ne sait pas où se trouve sa mère. Ce sont mes parents. « 1943. Ces jeunes gens viennent de se marier. Ils partagent en 2 pièces avec l'homme qui prend cette photo. C'est au 55 rue Chovetzion à Tel Aviv. La femme ne sait pas où se trouve sa mère. Ce sont mes parents.
2 ans plus tard, ma mère ne sait toujours pas si sa mère est en vie. Elle semble avoir plaisir à s'occuper de moi. L'homme qui prend cette photo est sans doute mon père. Mais le photographe pourrait aussi être l'homme de la pièce d'à côté. Tous deux sont photographes, tous deux s'appellent Hans. Nous sommes maintenant 4. Ma mère sait que sa mère ne reviendra plus. Nous habitons toujours rue Hoveveitzion. Une photo de la pièce avant mon arrivée dans leur monde. L'acte photographique est une tentative de capter un moment du présent. Le photographe vise celui ou celle qui regardera la photo dans l'avenir. Est-ce là cette fenêtre qui a fait naître tant d'images de fenêtres à venir? Alors là, on arrive aussi, donc, dans ce qui, au-delà de ce qui peut se marquer du père et de sa langue et de son nom, on arrive à la mère. On arrive à cet échange très émouvant, cette photographie, après tout aussi marquée par la possibilité technique de l'époque, mais très bien prise, et qui saisit cet échange de regards absolument incroyable entre ta mère et toi. On voit ce qui circule comme intensité du regard, avec ce qui s'enchaîne de questions. De l'anxiété de cette mère qui elle-même était sur le point d'apprendre la perte de sa mère, en tout cas qui était dans cette incertitude, et qui met au monde une enfant, et qui se voit elle-même, si je puis dire, ces 3 générations s'actualisent dans ce regard qui circule entre les deux. Et alors, du regard, à part ça, dédoublement aussi des pères, les 2 photographes qui portent le même nom et qui peuvent, en miroir, avoir pris la photo. Et ensuite, une question sur la fenêtre. La fenêtre qui est à la fois, effectivement, quand on voit le père photographe, que là, pour le coup, la transmission du cadre comme tel, du monde marqué par le père et marqué par lui-même ses efforts de situer ça, on voit à quel point il a transmis quelque chose de ce qui était l'œil, ses limites, le regard, ce qui saisit dans le cadre. Et alors, la grande question, en effet, sur la fenêtre. Parce que c'est aussi ce point-là qui va être mis. Est-ce que c'est la transmission du souvenir ou l'inscription de ce souvenir dans la langue, ce qui va être interrogé autrement? Mais déjà, si tu pouvais... Juste dire qu'en hébreu, on dit pour la fenêtre chalon et pour le rêve chalom. Donc, le rêve et la fenêtre, chalon, chalom. Ça me paraît tout à fait central. Ça me paraît tout à fait central qu'au fond, chez toi, la fenêtre se lie à ce point-là, à cet ombilique de la langue qu'est le rêve. Vous voyez, je ne sais pas, les lettres hébraïques, bon, je ne sais pas si on va arriver à tout faire, mais elles sont un peu comme des carrés, comme des petites fenêtres. Et je crois que c'est très important cette idée de la langue hébraïque avec des lettres carrées, hein, qui rentrent, presque toutes les lettres rentrent dans les carrés comme ça. Donc il y a là quelque chose de l'ordre de... Je crois qu'on va quand même... Moi je sens qu'il faut un tout petit peu accélérer. À partir de quand tu veux reprendre? Et
Non, on va faire d'une langue à l'autre, mais peut-être on va sauter d'autres. D'accord. Est-ce que, oui. Et on reprend un petit commentaire à partir du 9. C'est-à-dire là, on va prendre déjà d'une langue à l'autre Voilà. l'ouverture. Hein? Voilà. כששואלים אותי מהי שפת אמי, אני מתקשה לענות. האם זו השפה שדיברנו בבית? השפה שבה מלמלתי את המילים הראשונות? או אולי זאת השפה האחרת? השפה שדיברו ברחוב, בבית הספר? השפה שבה למדתי לקרוא ולכתוב? נולדתי בסוף מלחמת העולם השנייה בתל אביב, העיר העברית הראשונה. מחולותיה, כך קיוו, יקום אדם חדש שמדבר וחושב וחולם רק בעברית. הוריי קראו לי בשם חדש, שם של פרח בר אדום שפורח בתקופת יום הולדתי, נורית. הם לא ידעו שנור ונורי הם שמות ערביים נפוצים, שפירושם אור ואור שלי. לרוב חבריי קראו בשמות עבריים חדשים, שמות מפה, לא שמות יהודיים משם, מהגלות. ההורים שלהם התאמצו לדבר בבית עברית, אבל זאת הייתה עברית במבטא של ארץ אחרת, שלרוב גם הייתה דלה ועילגת. הורים אחרים דיברו בבית פולנית, רוסית, ערבית, ספניולית, יידיש. אם דיברו בבית עברית רהוטה במבטא מקומי, הם היו מורים, או כך לפחות חשבתי. אצלנו בבית דיברו גרמנית. בגרמנית הקריא לי אבי סיפורי ילדים מפחידים. בגרמנית סיפרה לי אמי שרצחו את אמה. גם עם רופאי הילדים, עם החברים והמוכרים ברחוב בן יהודה, אמא שלי דיברה גרמנית. ברחוב בן יהודה היה גם גן הילדים שלי. אבל קרוב לוודאי שאמי לא ידעה מי היה אותו אליעזר בן יהודה, שנחשב למחדש הלשון העברית. Puisqu'on était Chalom, j'essaye un tout petit peu peut-être de dire, je restais dans le jeu de mots. Et en hébreu, le mot safa, qui veut dire la langue, il y a deux mots pour dire la langue. Une, c'est la langue, la shon, et l'autre, c'est safa, qui est la lèvre. Et la lèvre, c'est vraiment l'endroit entre l'extérieur et l'intérieur. Si je fais comme ça peut être une fenêtre, ça peut être les bords de la fenêtre entre l'intérieur et l'extérieur. Et safa en hébreu, c'est les bords. Quand on dit safa, les bords d'un verre, les bords, la limite, les bords. Et on dit sfatiam, c'est le bord de la mer. Hein? Sfatiam, c'est le même mot pour bord, qui veut dire la langue, qui veut dire la lèvre. Et je ne sais pas si c'est après coup ou avant coup, mais je commence au bord de la mer. Le film commence au bord de la mer, Sfatiam. Hein. Donc il y a là les jeux derrière que je crois que même les Israéliens parmi vous n'ont pas remarqué, mais ça fait mouvement. Et après, je laissais exprès ce bout où on voit Wieseltier, qui est un poète très important. Il est au seuil de sa porte. Hein. Et le mot seuil, c'est dit en hébreu saf. Saf, safa. Donc, comme tu as dit que je prends les choses à la lettre, hein, donc comment la lettre devient image,
Oui, c'est ça. Donc il y a comme ça le jeu avec les mots et que je ne sais pas à quel moment je les trouve. Je peux pas toujours témoigner si c'était avant ou après. Je n'ai rien à dire de plus. Bon, alors, dans ce cas, on va accélérer vraiment. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, non? On a vu et on a entendu. On a vu à la fois de façon étonnante comment la joie de cette mère et de cette fille de se rappeler ce moment de même que tu captais entre ta mère et toi. Là, le moment entre cette mère et cette fille, lui rappeler ça, se rappeler ensemble l'ineffable qui ne pourra pas se retrouver, qui est perdu. Et par contre, le signe, ce qui est formidable, c'est que le signe n'est pas du tout intuitif que ce soit ça, le signe pour le lait. Pourquoi? Parce que ça n'est pas du tout, et c'est pas intuitif au sens issu d'un mouvement entre la mère et la fille. Mais non, ce que je trouve intéressant, que je crois pour les gens qui sont ici dans la salle, c'est les traits de la vache. Mais pour la fille, on voit que c'est un signe arbitraire. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas du tout, elle n'a pas connu la vache, elle ne s'est pas rencontrée, elle connaît le lait dans une boîte en carton, en plastique. Et on voit pour moi là naître le signe arbitraire. C'est-à-dire que pour elle, ça, c'est lait. Hein? Elle est liée à rien. Et on peut imaginer comment se fait l'arbitraire. Bon. Et justement, c'est pour ça, c'est pas intuitif, c'est arbitraire. Et que le surgissement... C'est à une génération près, parce que c'est intuitif pour la première génération qui l'a inventé. Ou la première... Bon, oui. Ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est... Même pour la première génération, c'est arbitraire. Parce que choisir la vache pour le lait, c'est ça qui est non intuitif. Oui, bien sûr. On ne choisit pas justement, alors que la mère et la fille dialoguent. Il pourrait y avoir un mouvement qui aurait été isolé à partir du mouvement de fouissement des enfants. Non, on est d'accord que c'est dans la langue de signe israélienne qu'on dit lait comme ça. C'est-à-dire c'est un signe muskam, comment dire un signe, hein? Muskam. Un signe qui est accepté pour tous ceux qui parlent la langue des signes israéliennes. Hein. Donc, juste pour dire que c'est un film sur les langues des signes, en pluriel, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de langues de signes, et là, c'est la langue de signes israélienne. Je ne sais pas si dans la langue de signes française, le choix a été fait le même. Hein. Et justement, il y a une enquête à faire, c'est pour ça que tes films font penser, c'est qu'on voit qu'il y a besoin de faire une enquête pour voir comment l'arbitraire du signe s'est transmis dans toutes les langues du signe, justement. Et ça, ce point, c'est effectivement un point décisif. Même au moment où on veut saisir ce lien mère-enfant, il y a l'arbitraire du signe qui vient. Oui, mais c'est-à-dire les signes dans les langues de signes différents, c'est ou la métaphore ou la métonymie. C'est-à-dire où on prend une partie, mais c'est dans chaque langue de signes. Bon, dans cette langue de signes, bon, je ne vais pas commencer à rentrer cette... Mais ce qui est intéressant, par exemple, bon, il parle plus tard des signes de l'année. Hein. Dans la langue de signes, il y a deux... ici, dans le pays, il y a plusieurs langues de signes. Il y a des langues de signes des villages. Hein. Donc, il y a un village palestinien,
Kfar Qassem, où il y a une langue de signes spécifique, parce qu'il y avait beaucoup de sourds, et il y avait une langue de signes qui ne ressemble pas du tout à aucune autre langue. Il y avait la langue de signes bédouine qui est dans le Negev. Et dans les deux cas, ils ont choisi pour le mot année la moisson. Hein? Tandis que dans les langues de signes françaises ou israéliennes ou autres, on ne dit pas année, on ne fait pas les signes de la moisson. Mais ce qui est intéressant, que dans les deux lieux, les Bédouins et les Kfar Qassem, la moisson se fait différemment. L'une se fait à la main et l'autre se fait avec une machine. Hein. Donc le signe est différent, mais les signes sont différents d'une langue à l'autre, mais dans les deux cas, pour le mot année, ils ont choisi d'une manière commune la moisson, ce qui n'est pas le cas dans des langues de signes autres. Hein. Donc là, il y a qu'est-ce qui ressemble, c'est clair, je vois que c'est pas clair. Si, c'est clair, et c'est à la fois l'arbitraire du signe et en même temps, si je puis dire, l'arbitraire de la lettre, cette lettre qui est incarnée dans le geste, qui se manifeste dans ces langues du signe, la façon dont la lettre s'empare du corps. Là, dans ton film, ça vibre beaucoup, ça ça le rend présent, et c'est un film, je le disais, il faudrait le montrer dans toutes les écoles de psychanalyse pour sensibiliser à la façon dont précisément le signe s'empare du corps, l'intention de signification, comme disait Lacan, parlant précisément du langage de ce qu'il appelait lui à l'époque les sourds muets, qui s'appellent maintenant, on distingue bien les sourds, avec comme un tel. grand S. Et puisqu'ils parlent cette langue des signes. Et c'est des langues qui ont des grammaires et des syntaxes, chacune spécifique à elle, très très différents. Et c'est justement Lacan qui a dit la langue n'est pas la vocalisation. La langue n'est pas la vocalisation. Et ma question vers les analystes, qu'est-ce qu'on fait avec des langues à part entière qui ne sont pas vocalisées, hein? C'est-à-dire où à la place de son viennent les signes, et pas seulement de la main, mais beaucoup de visage et du corps, mais des signes qui sont des signes acceptés. Donc on ne fait pas dans chaque langue, il y a une grammaire très très compliquée. Donc je crois que c'est une vraie question. Et il y a très peu des analystes, il y en a, mais très peu qui travaillent en analyse en langue de signes. Il y a justement, il y en a. Hein. Eh bien, voilà le genre de défi que Nourit propose tranquillement à la communauté analytique. Montrez voir si vous êtes vraiment des analystes. Et c'est Lacan qui l'a dit en 63 déjà. La langue n'est pas la vocalisation. Regardez les sourds, il a ajouté. Certainement un peu influencé par sa copine Dolto, qui elle habitait en face de l'école de sourds à Saint-Jacques. Bon, on va passer à l'autre. 22 אותיות יסוד, חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה, ב5 מקומות, בגרון, בחך, בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו, וגילה את סודו, משכן במים, דלקן באש, רעשן ברוח, בערן בשבעה, נהגן ב12 מזלות. 22 אותיות, חקקן, חצבן, שקלן, המירן, צרפן, צר בהם. נפש כל יצור, וכל העתיד לצור. 22 אותיות יסוד, 3 אמות, 3 אמות, 7 כפולות, 7 כפולות, 12 פשוטות, 12 פשוטות, 3 אמות, א' מ' ש', אמות א' מ' ש', מ' דוממת, ש' שורקת, א' חוק מכריע בינתיים,
שלוש אמות שהם שלושה אבות, מהם יצא אש רוח מים, 7 כפולות. 7 כפולות, ב' פ' ג' ג' ד' ד' כ' כ' פ' פ' ר' ר' ת' ת'. 7 כפולות 7 ולא 6. 7 כפולות 7 ולא 8. 2 עיניים, 2 אוזניים, 2 נקבי האף והפה. צא וחשוב, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. לא. C'est sensationnel, cette présence de faire entendre la différence, ce que Lacan signalait au long de son œuvre, n'est-ce pas, entre Athènes et Jérusalem, entre disons la voix hébraïque, de rappeler la lettre comme telle, que le verbe c'est la lettre. C'est pas le verbe. Que la lettre est l'incarnation de la lettre dans le corps, la façon dont elle s'empare de la créature, dont le verbe, la lettre créatrice s'empare de la créature, anime son corps, fait en effet les orifices du corps deviennent pénétrés par la lettre. Et cette comédienne qui a un talent étonnant pour nous rapprocher un texte en effet fort ancien, d'arriver elle-même en se faisant la créature de ce texte, elle fait entendre précisément ce point de vue sur la création. Et combien c'est différent du verbe grec, le logos de Saint Jean. Au début était le verbe, lui pénétré par le logos, la logique et toute l'élaboration grecque sur l'être, évidemment, ne rend pas ce point d'accroche de la lettre sur le corps avec cette force, cette affirmation qui reste très étonnante et qui est un embranchement, en effet, sur ce qui, en Occident, peut résonner de la matérialité de la lettre. En fait, c'est une autre tradition que celle de la Genèse. Hein. C'est-à-dire que c'est un livre mystique qui raconte autrement la création du monde que la création du monde à la Genèse. C'est une création du monde qui est libérée des anecdotes il y a eu Adam, on lui a enlevé un petit bout, etc. On enlève l'anecdote et on a cette prise directe sur le corps mais d'une lettre créatrice qui échappe complètement à l'imaginaire grec, enfin au symbolique grec. C'est vraiment l'énonciation du Dieu qui dit « Eche Yireh ». C'est vraiment cette voix-là. Est-ce qu'on montre la lecture? On montre la lecture, s'il te plaît. Je me souviens de ce moment magique où je me suis rendu compte qu'à mon insu, j'avais appris à lire. À l'école, on apprenait à lire l'hébreu par la méthode globale. Je ne savais lire que des mots isolés. Abba, papa, Ima, maman, Bait, maison. Puis un jour, c'était en hiver, j'ouvrais un livre qu'on venait de m'offrir et à ma grande surprise, je savais lire tout. C'était les voyages de Gulliver. Depuis lors, j'aime les lettres hébraïques, leur forme carrée comme de petites fenêtres qui ouvrent sur un temps lointain. Alors, après l'extrait effectivement sur la lettre mystique, c'est pour ça que je voulais garder ce fragment-là, parce que je trouve que c'est vraiment une image particulièrement réussie, de la façon dont à la fois tu nous montres ces écorces d'arbres. Avec lesquelles on fait du papier. Avec lesquelles on produit les papiers.
avec lesquels on produit le papier, mais qui là sont déchirés par quelque chose comme une marque. Une marque qui me faisait penser aussi au fait que les premières écritures, l'écriture chinoise, s'est fait en déchiffrant les marques que laissait le feu sur les écailles de tortue pour la divination. Qu'il y a une entaille, l'entaille de ce qui peut faire surface. Et là, la surface des arbres parsemée de ces entailles, fait entendre ce qui est la nature de la lettre au moment où tu commentes précisément ce moment que les enfants apprennent à lire, quelles que soient les méthodes idiotes par lesquelles on les fait passer. Toi, tu as fait partie de la génération méthode globale. Maintenant, on a nos doctes professeurs de l'éducation nationale, bien enseignés par les neurosciences, qui sont l'idée qu'il ne faut surtout pas les méthodes globales, que seule la méthode syllabique est bien entendu la seule scientifique, etc. D'accord, très bien, les enfants sauront lire à 6 ans, même avec la méthode globale, il y a ça. Ce moment, et c'est pour ça que c'est précieux, c'est qu'au moment où tu montres la façon dont ces marques viennent s'inscrire, il y a quelque chose de la dimension de la lettre qui dépasse l'apprentissage, qui dépasse la notion de la réduction de l'écriture à un procédé d'apprentissage. Il y a, de même que les civilisations ont appréhendé l'instance de la lettre dans leur variété comme un moment illuminant, subjectif, justement. La lettre n'a pas été là dans l'écriture depuis toujours. C'est ça on en est sûr. C'est pour ça que dans les neurosciences, il faut ensuite expliquer comment nos neurones qui n'étaient pas faits pour ça ont réussi à déchiffrer ça. Et dans ton film, Poétique du cerveau, il explique très bien, et celui qui explique le mieux, Laurent Cohen, il l'explique le mieux, bien qu'il a travaillé beaucoup avec Stanislas Dehaene, mais lui, il ne s'est pas fait endormir par l'apprentissage et la répétition de l'apprentissage. Lui, il montre que sa passion pour les langues, quand son grand-père parlait cette langue. Lui, il fait vibrer l'écriture, les écritures et la langue et la façon dont précisément un sujet se place par rapport à l'écriture de façon formidable. Et bien là, dans ce petit extrait de film, on a, je trouve, cette vibration par à la fois le vent dans les branches qui continue à nous faire entendre le murmure de la langue, les traces d'écriture sur les arbres, et à un moment, je savais lire les voyages de Gulliver. Ça, c'était effectivement formidable. Et la fin, c'est pour ça que je voulais qu'on entende la phrase quand tu dis « Ces fenêtres, pour moi, la lettre hébraïque, ce sont des fenêtres sur un temps lointain. » La fenêtre de la maison, si je puis dire, elle a été fenêtre par les cadrages du père, mais par le père en tant qu'il a été pris dans la langue. En tant qu'il a été l'autre pris langue, parce qu'il n'a jamais parlé l'hébreu. Bien qu'il a été à Tel Aviv pendant des dizaines d'années. Mais juste par rapport à ça, c'est que j'ai encore le souvenir de quelque chose qui passe, qui arrive à mon insu. Je ne veux pas parler de l'inconscient, mais c'est-à-dire que je me rappelle l'émotion de la veille, je ne savais pas lire, et tout d'un coup, je ouvre le livre et je sais lire, et je ne sais pas, je me rappelle de ma pensée que je ne sais pas à quel moment cette chose-là est arrivée. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, comment je peux lire tout d'un coup tout. Et que la veille, je savais lire ce que... Bon, c'est-à-dire que quelque chose, et j'étais consciente que quelque chose est passé au non-conscient. J'ai eu la même illumination. Pourtant, c'était différent. À l'école, moi, j'ai eu aussi la méthode globale à la noix. Et par contre, à la maison, ma mère me faisait lire au syllabique. Donc, je faisais ce que je pouvais. Et je me souviens de la découverte, exactement ça, le moment où j'ai su que je pouvais lire tout. Qui est extraordinaire. Ça, c'est vraiment le miracle, le mystère, tout ce qu'on veut. Oui. Bon, alors on va passer au dernier mystère, qui est les rêves dans Poétique de cerveau. Et on a sauté pas mal d'autres choses, mais on ne peut pas tout faire.
Je me souviens d'un rêve. Je me trouve au milieu d'un chemin. À ma gauche, il y a la mer Méditerranée, du côté de Gaza. Haza en hébreu, qui veut dire forte. Devant moi, lointaine, inatteignable, Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, dont la première et la dernière lettre forment le mot Yam, mer en hébreu. À ma droite, la mer morte. En passant par le français, dans la ressemblance entre le mot mer et mer, j'entends que j'ai le choix entre trois mers. Une mer forte, une mer idéale inatteignable et une mer morte. Quelques années après ce rêve, je tournais mon film Makom Avoda, un lieu, un travail. Le lieu est un village qui s'appelle Shekef. Le travail, celui d'ouvriers thaïlandais qui ont remplacé les ouvriers palestiniens du village voisin Bet Awa. Un guide local, à qui je demandais l'origine du nom Shekef, a supposé que Shekef venait du mot Hashkef, qui signifie en hébreu « regarde, vois de loin ». Il a ajouté qu'à l'époque antique, on pouvait voir de cet endroit la route qui menait à Jérusalem au nord et celle qui allait à l'est vers la mer Morte. J'étais sidéré. C'était exactement la même topographie que celle du rêve que j'avais fait 5 ans auparavant. Une autre version de l'origine du nom Shekef m'a été donnée par une vieille palestinienne. Elle se rappelait que jeune fille, elle faisait paître ses troupeaux près de ruines anciennes d'un lieu nommé Shakef, pas loin où se trouve Shekef aujourd'hui. Elle m'a expliqué que Shakef signifie en arabe morceau de poterie. Shakef voudrait dire alors mer des morceaux de poterie. Et en effet, des archéologues ont trouvé sous les ruines de Shakef des morceaux de poterie d'époques différentes. Ottomane, mamelouk, byzantine, romaine, hellénistique et aussi de l'âge de fer. Ces traces de mémoire et ce récit s'entremêlent pour moi avec le film que je tournais sur place et avec le rêve que j'avais fait bien avant de connaître ces histoires et ces lieux. Ce rêve évoquait aussi une mer morte. Le jour même où je terminais le film, ma mère est morte. Béni soit sa mémoire. Alors c'est émouvant à de multiples titres. L'évocation de la mémoire de ta mère, son au revoir, après qu'on l'ait vue juste à ta naissance, si vivante, c'est une perte. Ça signe, en effet. On le reçoit, on le ressent comme ça. Et en même temps, c'est le nœud où viennent se tenir ensemble toutes les différentes façons dont tu as fait vibrer la lettre. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a un rêve fait il y a très longtemps, que tu analyses comme un véritable analyste lacanien sait faire.
la résonance dans la langue des différents signifiants topographiques qui sont là, qui viennent marquer les différents types de mer et cette présentation des figures de la mer, des 3 figures fondamentales qui sont là. Il est fait depuis longtemps. Et puis, dans ton travail, tu arrives à trouver un lieu, et en plus, tu nous le montres avec ce lieu Shekef qui veut dire regarder de loin, et tu réussis à trouver Google Maps, à utiliser Google Maps comme regard de loin. Donc d'introduire cette banque de données universelles d'images, de le remettre là, d'en faire un usage particulier, singulier, le regard de loin, et on se retrouve avec, en effet, exactement la topographie de ton rêve. Oui, que vraiment je fais avant et qu'il n'y avait rien. Si les garçons à qui je demandais pourquoi ça fait le Shekef, ils inventent, parce que c'est pas vrai cette histoire. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait la route passait. Regarde. Mais les Shekef, il invente. Shekef regarde de loin. Oui. D'accord, il invente ça. Mais s'il n'avait pas inventé. Tu le fais vrai. Je ne savais pas, j'aurais pas fait Pas fait attention le mouvement de caméra. Non, j'aurais pas su que je suis dans l'endroit que j'ai rêvé. Voilà. C'est par rapport à cause de lui. Non, mais c'est vraiment un truc étonnant. Et après, la femme palestinienne me raconte cette histoire avec... Elle a une toute autre version. Non, Shekef, ça veut dire la poterie. Donc, il y a la mer des poteries. Et d'ailleurs, les archéologues trouvent les poteries. Et ça, je découvre, c'est-à-dire que elle m'avait le raconté à l'époque, mais j'ai pas fait attention. Quand je fais poétique de cerveau, je reviens sur les lieux. Et c'est là, l'archéologue, tout ça. Et je me dis, oui, elle l'avait dit. Mais, et quand je demandais de jeunes Palestiniens, ils ne connaissaient pas les mots. Et je vais demander à 2 amis d'ouvrir le dictionnaire. Et ils ont dit, la vieille palestinienne avait raison. C'est un mot que personne ne connaît, mais qu'elle avait raison. C'est la raison pour laquelle ce lieu s'appelle comme ça. Donc, vous avez vu, il y a la version palestinienne, il y a la version israélienne, inventée. Il y a la version psychanalytique, les figures de la mer. Oui, mais... Et comme dirait le Midrash... Mais comme les rêves étaient faits avant, donc c'est pas, d'habitude c'est à l'envers, n'est-ce pas? Non, c'est pas à l'envers, c'est dans le bon sens, C'est-à-dire que je rêve ça 4 ans avant que je vais aller dans ces lieux où pour moi ça n'avait rien à voir avec... Mais oui, c'est pour ça que Et j'avais d'autres raisons que je peux... C'est pour ça que tu es cinéaste. C'est pour ça que tu es cinéaste. Mais d'abord, on a 3 interprétations. Au moins. La version... Mais déjà, ces 3-là. Et elles sont toutes vraies. Ah oui, on n'a pas montré les midrash. On n'a pas montré le truc du midrash. Eh bien, néanmoins, dans le truc du midrash, dans lequel il y a un grand récit, sur lequel à Babylone, quelqu'un est... Je peux le raconter. 24 interprètes de rêves, il y avait à Jérusalem. Un jour, je suis allé voir tous, et chacun m'a interprété différemment. Mais tous s'est réalisé en moi. Ça, c'est un rêve. Il y avait 24 interprètes de rêves à Jérusalem, et il y avait 24 interprétations, et tous se sont réalisés en lui. C'est les midrash. Hein. Voilà. Eh bien, toi, c'est comme ça. C'est-à-dire que les 3 interprétations, elles se sont toutes réalisées en toi. Mais surtout, c'est qu'avec ton travail de cinéaste, tu as fait le même travail que celui que tu as présenté au début, celui de Ben Yehuda, qui voulait trouver un lieu pour la langue. Finalement, toi, tu as trouvé un lieu pour ton rêve. Tu as fini par travailler dans le village dans lequel il y allait avoir exactement la topographie, à la fois politique, symbolique, pulsionnelle, qui était la tienne, et que tu allais trouver le lieu pour cette langue-là. Et ma mère meurt les derniers jours de film. Donc, ça... Je dois dire que c'était vraiment le dernier jour. Il y avait 2 jours de mixage, et elle est morte le premier, c'est-à-dire que j'ai pas pu faire le 2e jour de mixage, qui est la fin du film. Et je l'en veux jusqu'à aujourd'hui. Qu'elle n'a pas attendu encore un jour. Bon. On peut quand même... Bon, voilà. On peut rire surtout. C'est exactement dans cette
ce point d'orgue-là que vraiment, c'est pour ça qu'il fallait vraiment terminer par cet extrait-là et par ce... Pas sur annonce. Voilà. Et commencer par annonce. Bon, je vous annonce une très bonne nouvelle, que je crois qu'on peut arrêter là et qu'on retrouve, je ne sais pas où, en bas, en haut, quelque chose à boire. Merci à vous et merci à Barbara Wolfer. Merci à toi. Merci.